études de médecine, on nous apprenait que les femmes avaient un risque cardiovasculaire moins élevé que les hommes. Seulement depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, les femmes ont changé leurs habitudes. Elles boivent plus d'alcool, elles fument davantage. Et donc on se retrouve avec un risque qui est équivalent au risque masculin. Mais dans notre esprit formaté, on pense que non, c'est pas possible qu'une femme fasse un infarctus avant la ménopause, puisqu'avant la ménopause, elle est censée être protégée par ses hormones. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé. Alors on est en retard ce matin, mais alors ça hypnotise, et puis du coup nous, voilà, on est sur le... Et après ça se réveille plus. Vous voulez qu'on en parle, Nadia, ce matin? Qui s'est assoupi? Bien, alors, Nadia El Bougaïla, comme tous les mardis. Bonjour Nadia. Bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue, et à côté de vous, c'est le docteur Mathieu Bernard. Comment ça va, Doc? Ça va et vous, Philippe? Ça va, on vous a donc vu dans vos œuvres avec Mona. J'espère que vous allez nous laisser tranquille pendant l'émission. Je suis pas venu pour faire de l'hypnose ce matin. Ah bon, c'est vrai. Non, c'était avant ça. Bon, je rappelle que vous avez publié Le cœur, notre autre cerveau chez Larousse, que vous êtes cardiologue, spécialiste de l'hypnose, qu'on a vérifié tout à l'heure, et nous allons parler du cœur des femmes ce matin, et notamment d'un nouveau parcours, le parcours cardio-gynécologique, avec une nouvelle spécialité qu'on appelle la gynécocardiologie. C'est courant ça, Doc, ou pas encore ? Ça a été développé aux États-Unis il y a une dizaine d'années. On commence à voir les premiers résultats, donc ça met du temps. Et oui, c'est nouveau. En tout cas, en France, ça l'est, effectivement. Ouais. Donc, c'est quoi comme discipline? Qu'est-ce que ça associe comme spécialité? Ça associe la femme et la cardiologie. D'accord. Parce qu'il y a des spécificités, en fait, chez les femmes en matière de cardiologie. Je regardais les chiffres. Les femmes meurent 6 fois plus d'une maladie cardiovasculaire que d'un cancer du sein. Et ça, on ne le sait pas finalement. Non. Pourquoi est-ce qu'on ne communique pas là-dessus? On ne communique pas parce que dans nos études de médecine, on nous apprenait que les femmes avaient un risque cardiovasculaire moins élevé que les hommes. Seulement depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, les femmes ont changé leurs habitudes. Elles boivent plus d'alcool, elles fument davantage. Et donc on se retrouve avec un risque qui est équivalent au risque masculin. Mais dans notre esprit formaté, on pense que non, c'est pas possible qu'une femme fasse un infarctus avant la ménopause, puisqu'avant la ménopause, elle est censée être protégée par ses hormones. Donc c'était ça la croyance populaire. C'est exactement ça, c'est une croyance. Ouais. Il faut qu'on travaille sur nos croyances. Tout ça associé avec la prise de contraceptifs. Et également la prise de contraceptifs, oui, tout à fait. Mais ça, c'est plus justement sur le versant gynécologique. Ouais. Moi, je vous avouerai que j'y connais nettement moins de choses qu'en matière de cardiologie. Ouais. Et à âge égal, les femmes ont plus de facteurs de risque que les hommes. Alors, elles ont des facteurs de risque par rapport à quelle pathologie? Si on parle de facteurs de risque cardiovasculaires en général, donc oui, les femmes sont en train de rejoindre, voire de dépasser les hommes en termes de consommation tabagique. Il semblerait qu'il y ait plus de sédentarité chez les femmes aussi. Ce sont vraiment les deux facteurs de risque cardiovasculaire qui sont prégnants chez les femmes avant 50 ans. Elle commence à dépasser les hommes d'ailleurs, même en termes de cancer du poumon. Oui. Quelles sont les spécificités des maladies cardiovasculaires chez les femmes, s'il y en a? Oui, il y en a. L'électrocardiogramme de la plupart, enfin pas de la plupart, mais chez la femme, on va dire, voilà, on va pas généraliser, chez la femme, l'électrocardiogramme peut être atypique. Donc, c'est-à-dire qu'il est différent de la norme. Et donc, toute la difficulté est de savoir si c'est une différence liée au genre, c'est-à-dire c'est différent parce que c'est une femme, ou si c'est une réelle anomalie. Donc, on a tendance à minimiser en disant non, mais c'est un électrocardiogramme de femme. Sauf que peut-être qu'il y a une anomalie sous-jacente. Ça, c'est le premier point. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'électrocardiogramme est différent? Alors, pour nous, les profanes. Pour vous, les profanes. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes parti, la médecine est partie sur un standard qui est l'électrocardiogramme des hommes, en réalité, et on est venu calquer, en fait, le fonctionnement féminin. C'est ça. En sachant qu'on peut avoir chez une femme un électrocardiogramme qui atteint le standard, mais pas forcément. L'électrocardiogramme, en fait, c'est l'enregistrement de l'activité électrique du cœur. Donc, on vous pose 10 électrodes, des petits autocollants avec une dizaine de câbles, et on va enregistrer donc 12 dérivations à partir de ces 10 électrodes qui vont témoigner de l'activité électrique du cœur, c'est-à-dire des échanges de courants électriques. Et donc, l'électrocardiogramme permet de déceler certaines atteintes cardiaques
en fonction de sa morphologie en fait. Il nous renseigne également sur le rythme cardiaque. Et donc chez la femme, on a des subtilités que l'on met sur le compte du sexe ou du genre, je préfère parler de genre, mais sauf que ça peut être une authentique anomalie, mais que l'on va minimiser en se disant mais non, c'est un électrocardiogramme de femme. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la symptomatologie chez la femme est un peu différente. Là encore, donc on se dit oui mais non, c'est pas une vraie douleur d'infarctus. Non, c'est pas une vraie douleur d'infarctus, mais peut-être que les femmes sont aussi plus dures au mal que les hommes, elles sont moins dans la plainte. Et donc, elles ont aussi tendance à minimiser parce que derrière, il faut gérer la famille, il y a le travail, il y a les enfants, il y a tout un tas de choses, la charge mentale, qui fait qu'on n'a pas trop le temps de penser à soi et de s'occuper de soi parce que derrière, il y a une famille à faire tourner. Et donc, on passe à côté. Est-ce que le cœur et les artères des femmes fonctionnent de la même façon ? Alors, il y a une différence avec les hommes, c'est que chez les femmes, il y a moins de cœur de pierre et moins de cœur d'artichaut. Mais sinon, ils sont identiques. Merci de décoder pour nous, Mathieu Bernard. Les cœurs d'artichaut, c'est quoi les cœurs d'artichaut ? Les cœurs d'artichaut, ce sont ceux qui tombent amoureux toutes les 5 minutes. Il y a quand même un cœur de pierre. Les cœurs de pierre, c'est ceux qui sont super durs, super froids, super violents. C'est de l'humour de cardiologue, en fait. Expliquez-nous, c'est ça, c'est de l'humour de cardiologue. Non, oui, si vous voulez, c'est de l'humour. Non, l'humour de cardiologue est beaucoup plus trash. Là, je suis soft, je passe à la radio. C'est l'humour des chambres de garde. C'est ça, ouais. Donc non, il n'y a pas de différence. Ouais. Il est peut-être un poil plus petit, mais c'est tout. Et est-ce que les lésions se développent de la même façon ? Oui, elles se développent de la même façon. Oui, non, il n'y a pas de différence de ce côté-là. Vraiment, les principales différences, elles sont au niveau de l'électrocardiogramme et au niveau des symptômes et au niveau de la croyance vraiment que l'on a que les femmes ne font pas d'infarctus avant 60 ans. Sauf que l'expérience nous prouve maintenant le contraire, avec un changement de comportement et une augmentation du risque cardiovasculaire. Oui, même un poil plus petit dont vous parliez, ça dépend de la morphologie de la femme, oui, bien de évidemment. son activité sportive. Bien évidemment. Quels sont les facteurs de risque alors qui sont propres aux femmes, Mathieu Bernard ? Alors, jusqu'à la ménopause, on a une protection cardiaque apportée par les hormones féminines, protection qui disparaît donc avec la ménopause. Voilà, c'est donc... les femmes sont un peu plus protégées jusqu'à la ménopause. À quel niveau ? Au niveau des artères ? Au niveau des artères, oui, essentiellement au niveau des artères. D'accord. Comment est-ce que qu'on peut expliquer aujourd'hui que l'infarctus du myocarde soit en grande augmentation chez les femmes ? Comment est-ce qu'on l'explique ? Par les comportements, donc c'est-à-dire l'augmentation de la consommation tabagique, par les contraceptifs oraux aussi. Donc là, moi je suis pas gynécologue, je pense que Nadia en sait beaucoup plus que moi sur les microprogestatifs, etc. Les pilules de première, deuxième, troisième génération. De mémoire, celles qui sont de première, deuxième, etc., elles ont un risque de faire un caillot, une thrombose qui est beaucoup plus élevé. Vous associez le tabac à ça, alors c'est ravageur, hein, je profite vraiment de l'antenne parce que je trouve qu'on communique pas assez là-dessus. Les femmes qui prennent la pilule et qui fument, il va vraiment falloir choisir, c'est soit l'un soit l'autre, mais le cocktail des deux, c'est ravageur. Ça peut provoquer des embolies pulmonaires. L'embolie pulmonaire, ça va d'un tableau asymptomatique où on se rend compte quelques mois plus tard qu'on a fait une embolie pulmonaire et qui est complètement passé inaperçu jusqu'au décès. Qu'est-ce que c'est qu'une embolie pulmonaire ? Alors, l'embolie pulmonaire, c'est un caillot de sang qui vient boucher l'artère qui mène au poumon et qui permet au sang de se réoxygéner. D'accord. Et là, quels sont les symptômes pour Alors, les symptômes, ça va de rien du tout jusqu'au décès. On peut avoir un décès extrêmement brutal et inattendu causé par une embolie pulmonaire. Et entre les deux, vous avez douleur dans la poitrine et essoufflement qui sont les deux principaux symptômes. En sachant, alors j'en profite pour éduquer tout le monde, on peut faire une embolie pulmonaire d'un caillot, mais on peut faire une embolie pulmonaire de graisse dans certaines opérations chirurgicales. On peut faire une embolie pulmonaire de liquide amniotique à l'accouchement. Voilà, donc l'embolie pulmonaire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui obstrue l'artère pulmonaire, et ce quelque chose peut être un caillot, du liquide amniotique, une infection, ou ça peut être de la graisse. Voilà.
D'ailleurs, la semaine prochaine, on parlera du postpartum et il est bon de rappeler que c'est une période où il y a un risque accru de thrombose, donc de phlébite, les femmes connaissent plus le terme là, et donc risque d'embolie pulmonaire derrière. Il y a 2 semaines, j'ai hospitalisé une patiente qui a fait une embolie pulmonaire à la maison, un début d'embolie pulmonaire à la maison. D'accord. Mais ce que disait Mathieu Bernard, c'est que ça peut être complètement asymptomatique. Ça peut être complètement asymptomatique. Et alors, à ce moment-là, comment on le sait qu'on est passé à côté d'une embolie pulmonaire ? De façon complètement fortuite, à l'occasion d'un scanner qui nous dit « Ah, vraisemblablement, vous avez fait une embolie pulmonaire » ou une scintigraphie pulmonaire, qui sont les 2 examens qui nous permettent de faire le diagnostic. D'accord. Est-ce que ça veut dire que si on en a fait une, le risque d'en faire une autre est important ? Oui. Oui. Donc il faut le surveiller, c'est ça ? Il faut le surveiller. Il y a 2 types d'embolies pulmonaires. Il y a celles pour lesquelles on a trouvé un facteur favorisant, une cause, et celles pour lesquelles on n'en a pas trouvé. Quand il y a un facteur favorisant, si le facteur est suppressible, typiquement un accouchement, où on va avoir tendance à rester peut-être un peu alité. Si on a eu une césarienne, ça augmente le risque. Donc là, on sait que à moins d'un nouvel accouchement, ça va pas se reproduire. Donc on traite, et sitôt le traitement terminé, la durée du traitement atteinte, on arrête le traitement. Soit on n'a pas de cause réelle, et on sait que chez les personnes pour lesquelles on n'a pas de cause à cette embolie pulmonaire, dans les 2 ans, quasiment pas 100%, mais il y a un risque de récidive qui est extrêmement élevé dans les 2 ans. C'est pour ça que dans le postpartum, on insiste, les femmes notamment qui ont eu une césarienne, après c'est médecin indépendant, ça dépend des anesthésistes, il y en a qui mettent des anticoagulants, d'autres qui préfèrent prescrire des bas de contention. Dans tous les cas, il ne faut pas, il faut être sérieuse là-dessus. Donc les femmes qui n'ont pas d'anticoagulants à la sortie de la maternité, il faut qu'elles mettent leur bas de contention parce que le risque est présent. Notamment quand il y a des facteurs associés, comme du surpoids ou obésité, et tabagisme, entre autres. Alors, quel est l'intérêt, justement ? Comment ça fonctionne, des bas de contention ? C'est quelque chose qu'on entend notamment quand on a des longs voyages en avion. Pourquoi on dit aux gens de mettre des bas de contention ? En fait, dans les jambes, le sang stagne. Autant le cœur est une pompe et va propulser le sang dans les artères, autant dans les veines, on n'a pas de pompe qui va faire remonter le sang. Donc, c'est les contractions musculaires, la marche qui permettent de faire remonter le sang progressivement. On a des petits clapets au niveau des veines, qui sont des clapets anti-retour, qui font que quand le sang monte un petit peu, il ne va pas redescendre. Et donc, ça monte progressivement. Et si on reste alité après une intervention, on va avoir trop de sang qui stagne, pas assez de sang qui remonte, et le sang qui stagne a tendance à former des caillots. Donc il n'y a pas que ce phénomène-là, il y a des phénomènes aussi inflammatoires, il peut y avoir des anomalies de la coagulation qui favorisent tout cela, et c'est un enchaînement de petites causes qui vont provoquer cette formation de caillots. Alors pour ceux qui ne voient pas l'intérêt d'emporter, quel est le vrai intérêt d'emporter ? Le vrai intérêt, c'est que les bas de contention entraînent une compression au niveau des mollets et des cuisses, et donc vont favoriser la remontée du sang en fait, et éviter la stagnation. D'accord. Donc, en plus maintenant, les laboratoires se perfectionnent, donc il y a des bas qui sont très jolis. Non, mais c'est vrai, parce que certaines femmes ne veulent pas porter de bas parce qu'elles trouvent ça disgracieux, mais il y en a qui sont très des femmes très et des hommes aussi d'ailleurs. Et des hommes, oui. Les hommes veulent encore moins porter les bas. Voilà. Sauf dans certains Vous milieux. imaginez, déjà les femmes certaines sont réticentes. Et ça, c'est à une fois de l'humour de cardiologue. Les maladies cardiovasculaires ne sont plus aujourd'hui des maladies réservées aux hommes. Et on en parle ce matin, puisqu'on parle de votre cœur, mesdames, ce matin jusqu'à 10h, avec Nadia Elbouga, sage-femme et sexologue, et le docteur Mathieu Bernard, qui est cardiologue, spécialiste de l'hypnose. On l'a vérifié tout à l'heure. Et pas que l'hypnose, d'ailleurs, vous vous occupez d'autres thérapies. D'autres thérapies brèves, oui. Ouais. Comme l'EFT, comme l'EMO, qui est un équivalent de MDR, et comme la cohérence cardiaque. Et vous avez écrit Le cœur, notre autre cerveau chez Larousse. D'ailleurs, vous êtes présent maintenant sur les réseaux sociaux, Mathieu. Oui. Il faut y aller, là, il faut encourager le doc. Oui, suivez-moi. C'est Oui. super intéressant. Je poste pas des photos de vacances ou de nourriture. Peut-être que les gens voudraient venir. Oui, à ce moment-là, qu'ils me le disent, qu'ils s'abonnent et qu'ils me le disent. C'est quand même assez rare pour le signaler et le surligner, parce qu'en réalité, ce que fait Dr Bernard, c'est retour aux sources, c'est-à-dire considérer finalement l'être dans sa globalité. C'est-à-dire il ne traite pas qu'un cœur, je suppose. Exactement. Voilà, mais
même si c'est important. Mais voilà, il considère, de par ses spécialisations, en fait, l'être dans toute sa globalité. Et c'est ça, à la base, la médecine, c'est une discipline holistique. Donc, c'est important de le souligner. Alors, vous parliez tout à l'heure, docteur Bernard, du cocktail détonnant entre la pilule et le tabac. Qu'est-ce qui fait que ce soit si dangereux d'associer les deux, et pourquoi il n'y a pas plus de campagnes d'information pour justement mettre les femmes en garde? Est-ce que c'est les lobbies des piluistes et des laboratoires, ouais. Et puis des vendeurs de cigarettes. Ouais. Possiblement, je suis surpris parce que je vois des jeunes patientes, je leur demande si elles prennent un traitement, oui, une contraception orale. Est-ce que vous fumez? Oui. Et là, elles m'informent qu'on leur a jamais dit que ce cocktail était détonnant. Donc effectivement, il faudrait vraiment que les pouvoirs publics s'emparent du sujet et communiquent là-dessus. Mais pourquoi c'est tellement détonnant en fait? Qu'est-ce qui fait que le fait de prendre une pilule, ça a un impact sur les maladies cardiovasculaires? Alors, je peux vous parler surtout du tabac. Je vais laisser Nadia parler plutôt des contraceptifs oraux. Le tabac abîme les artères, notamment en fait, les artères ont une couche intérieure qui s'appelle l'endothélium vasculaire et qui est composée d'un unique tapis de cellules, mais ces cellules ont un rôle extrêmement important dans le fonctionnement des artères, dans l'oxygénation du sang, dans le contrôle des plaquettes. Et le tabac vient abîmer cette fonction. Donc on parle de dysfonction endothéliale, l'endothélium vasculaire étant ce revêtement interne. Et cette dysfonction endothéliale va favoriser la survenue de caillots, va favoriser des contractions des artères et donc favorise les accidents thromboemboliques. D'accord, mais ça c'est le fait de fumer. Ça c'est le fait de fumer. Donc qu'est-ce qui fait que le fait d'y associer une pilule va accroître ce risque? Il ne faut pas oublier que quand on est sous pilule, et ça aussi il faut encore le répéter aux femmes, il y a un bilan sanguin à faire. Pourquoi? Parce qu'on recherche justement notamment les triglycérides, pour faire très court. En fait, ça favorise l'augmentation des graisses et pour le coup, le risque en fait de boucher les vaisseaux est accru. Je la fais vraiment très 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 courte. Et donc ça associé, comme disait docteur Bernard, à des artères qui sont abîmées, en fait ça fait un cocktail explosif parce que du coup la tuyauterie fait pas son travail convenablement. Donc la vigilance. Est-ce que le risque est le même avec un stérilet ou alors un implant? Alors, avec un stérilet au cuivre, non, puisqu'il n'y a pas d'hormones. Avec un stérilet hormonal, il y a des progestatifs. Donc, oui, ça nécessite aussi un contrôle. On va parler de la grossesse et du cœur. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la grossesse et en quoi est-ce que ça fait travailler plus le cœur? Ça fait travailler plus le cœur parce qu'il y a un petit bébé à nourrir et à oxygéner. Donc oui, il y a deux phénomènes qui se produisent. D'une part, il y a une augmentation du travail cardiaque parce que on a un petit être en soi qui est en train de grandir et qu'il faut alimenter. Et puis très souvent dans la grossesse, on a une anémie. Et donc quand on a une anémie, on a moins de globules rouges. Les globules rouges transportent l'oxygène et donc pour qu'il y ait toujours autant d'oxygène, le cœur va accélérer. Et donc dans les bilans, quand on voit une jeune femme en âge de procréer et qu'elle a une accélération de son rythme cardiaque, le premier bilan dans la recherche de cause, c'est vérifier qu'une grossesse ne soit pas en cours, puisqu'elle est en général associée à une accélération de la fréquence cardiaque. Voilà, donc un peu plus de travail à fournir pour le cœur travaille plus. Le fait de prendre du poids, ça a une importance sur le ça joue aussi. Oui. Le cœur a plus d'efforts à fournir. Et d'ailleurs, il est important aussi de le souligner parce que là, je trouve aussi que c'est pas suffisamment dit. Les femmes qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires ou qui ont déjà des pathologies installées comme l'hypertension en dehors de la grossesse, diabète, une obésité, il faudrait normalement faire un examen préconceptionnel, c'est-à-dire préparer en fait la grossesse, parce qu'il y a des situations où la grossesse peut être contre-indiquée à ce moment-là, et donc l'accompagnement avec le cardiologue, gynéco, avec vraiment l'ensemble, la sage-femme, l'ensemble des professionnels est fondamental. D'accord. Donc qui sont les femmes à risque dans ces cas-là?
et à surveiller et à préparer donc pour la grossesse d'un point de vue cardiovasculaire? Les femmes diabétiques, les femmes hypertendues. Les femmes fumeuses aussi, oui, ce serait bien d'arrêter pour le fœtus aussi. Et pour elles. Et pour elles. Mais si pour elles, il n'y a pas suffisamment de motivation, elles peuvent en trouver pour le bébé. Il faut aussi ajouter, puisqu'on parle de grossesse, que la grossesse peut favoriser la survenue de certaines pathologies en lien avec le cœur. On peut avoir ce qu'on appelle une hypertension artérielle gravidique, donc une femme qui a une tension normale et qui devient hypertendue au cours de la grossesse, avec un risque, et je laisserai Nadia en parler, qui est l'éclampsie ou la pré-éclampsie. On peut voir aussi des diabètes gestationnels, donc une femme qui a un taux de sucre normal et qui développe un diabète pendant la grossesse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces diabètes gestationnels et ces hypertensions artérielles gravidiques peuvent disparaître après l'accouchement ou pas. Ça peut persister. Et donc on peut entrer, ça peut être la porte d'entrée vers un diabète ou vers une hypertension artérielle. Et puis on peut avoir ce qu'on appelle des cardiopathies du postpartum, qui sont des atteintes cardiaques vraisemblablement liées au bouleversement hormonal qui est la grossesse, mais on n'a pas toutes les réponses à ces questions. Et donc on peut voir des fonctions cardiaques se dégrader au cours de la grossesse ou après l'accouchement. Non, mais c'est là où je voulais en venir, c'est que finalement les hormones et les dérèglements hormonaux ont un impact sur le cœur. Oui. Donc ça veut dire qu'en fonction de l'époque de la vie de la femme, il peut y avoir des modifications sur son cœur. Oui. On dit d'ailleurs que la grossesse est révélateur d'un état futur. Donc très souvent, quand une patiente présente une hypertension gravidique ou un diabète gestationnel, c'est qu'il y a déjà un terrain propice pour l'apparition de cette pathologie plus tard. Donc finalement, moi je le dis souvent à mes patientes, on va relativiser, voilà, vous allez être accompagnés, mais voilà, dites-vous que là, vous avez un signal maintenant pour pouvoir anticiper sur plus tard. Je regardais une étude sur les femmes qui ont eu un cancer du sein et qui ont suivi de la radiothérapie et sur les effets secondaires de la radiothérapie. Est-ce que la radiothérapie a des effets secondaires sur le cœur? Oui, la radiothérapie. Ça, c'est quelque chose qu'on dit très peu. Alors, et la chimiothérapie. Les deux peuvent avoir. Il y a des chimiothérapies qui sont toxiques pour le cœur. Donc maintenant, on connaît bien les doses toxiques. En général, il y a une surveillance échographique régulière pour s'assurer qu'il n'y ait pas une dégradation de la fonction cardiaque. Ça, c'est pour les chimiothérapies. La radiothérapie, la chimio, d'accord. La radiothérapie, elle peut entraîner elle peut abîmer les artères du cœur. Et elle peut abîmer aussi le péricarde, qui est l'enveloppe, le sac qui contient le cœur dans la poitrine. D'accord, donc c'est propre au cancer du sein compte tenu de sa localisation, ou c'est vrai de tous les cancers? Non, ça, Docteur Bernard. En fait, c'est l'irradiation. Voilà. Quand on fait de la radiothérapie, on fait de la radiothérapie au niveau de la zone cancéreuse et ou au niveau des ganglions. Et donc, si c'est un cancer du côlon, il n'y a pas de risque pour le cœur puisque la radiothérapie va se faire au niveau abdominal. Mais comme dans le cancer du sein, la radiothérapie se fait au niveau thoracique, on fait le maximum pour éviter d'irradier le cœur, mais évidemment, ce n'est pas toujours possible. Ce serait la même chose alors pour le cancer des poumons? C'est valable aussi pour le cancer des poumons. Ouais, d'accord, donc là, dans ces cas-là, quelle est la prise en charge qu'on peut proposer et la surveillance qu'on peut proposer aux femmes? La surveillance, c'est d'aller régulièrement chez un cardiologue qui fera ce qu'on appelle des tests ischémiques, donc soit des échographies d'effort, soit des scintigraphies myocardiques d'effort, soit des IRM de stress, pour dépister une atteinte des artères coronaires. D'accord. Et donc là, quel est le risque d'accident vasculaire ou cardiaque? Quels sont les risques? Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est un rétrécissement des artères, donc soit de l'angine de poitrine, soit dans les cas extrêmes, quand l'artère est complètement bouchée, un infarctus du myocarde. La psychocardiologie se développe aussi un petit peu, docteur Bernard, ou pas? Mais vous me l'apprenez? Non, j'ai regardé ça, il disait que finalement... J'aimerais être un fer de lance de la psychocardiologie. Ah, faut choisir, hein. C'est ou la gynéco ou la psycho, c'est comme vous voulez. On peut faire les deux. Qu'est-ce que vous préférez? On peut relier les deux, il n'y a aucun souci. Ouais, il est reconnu que le stress, aujourd'hui, est le troisième facteur de risque d'infarctus chez les femmes. Pourquoi plus chez les femmes que chez les hommes? Parce qu'il y a d'autres facteurs de risque chez les hommes qui devancent le stress.
mais pour moi, le stress est l'empereur des facteurs de risque. C'est comme ça que je le définis. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? En fait, quand on est soumis à un stress chronique, on va avoir une augmentation du cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress par excellence. Son but, c'est de produire de l'énergie. En fait, quand on est face à un stress, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre et l'organisme doit lutter pour rétablir l'équilibre. Pour ça, il consomme de l'énergie. Donc, la sécrétion de cortisol va entraîner une augmentation du taux de sucre. Donc va favoriser l'apparition des diabètes, va entraîner un bouleversement au niveau des graisses, puisque les triglycérides vont être transformés en sucre, mais ça va impacter aussi le cholestérol. Donc on va avoir une augmentation du taux de cholestérol, et il y a également une rétention hydrosodée qui fait qu'on va avoir une augmentation. Donc qu'est-ce que c'est qu'une rétention hydrosodée ? On va garder du sel, et comme le sel, on ne peut pas le garder en poudre, on va l'associer à de l'eau. Donc ça entraîne une augmentation du volume sanguin qui se traduit par une élévation de la pression artérielle. Ce qui veut dire que le stress va impacter déjà 3 facteurs de risque cardiovasculaires qui sont l'hypertension artérielle, le diabète et le cholestérol. Et enfin, dernière chose, si vous êtes stressé, si vous êtes fumeur, et que vous stressez, vous allez avoir l'illusion donnée par la cigarette qu'elle calme ce stress. Donc en général, vous allez avoir tendance à augmenter votre consommation tabagique, ce qui est juste une tromperie de votre cerveau. Et donc ça va, là encore, impacter sur le facteur de risque qu'est le tabagisme. Si vous donnez une cigarette à un non-fumeur stressé, c'est sa première cigarette, je peux vous assurer qu'il ne sera pas plus détendu après. Donc c'est vraiment une illusion, c'est le manque de tabac généré par la cigarette elle-même qui fait que lorsque vous en prenez une, vous allez être apaisé. Mais elle n'a absolument aucune fonction apaisante en tant que telle. Il n'y a aucun effet déstressant ? Aucun. Même le geste ? Après, il y a une association, effectivement. Le cerveau se dit, tiens, voilà, il y a l'ancrage. Donc ça veut dire qu'il faut prendre en charge le stress, c'est ça que ça veut dire ? C'est ça que ça veut dire, sauf que autant une consommation de tabac, un chiffre de tension artérielle, un dosage de sucre ou de cholestérol, c'est quelque chose de quantifiable, ça parle, c'est objectif pour les médecins et pour les patients. Autant le stress reste quelque chose de subjectif qui est difficilement mesurable, même si on a des échelles de stress, mais qui sont un peu longues à mettre en place. Et puis surtout, on n'a pas de traitement adapté, si ce n'est prenez un anxiolytique, ça ira mieux. Sauf qu'on ne va pas résoudre le problème avec l'anxiolytique. Avec l'anxiolytique, on va diminuer les symptômes, mais on va pas traiter le problème. D'où mon intérêt pour la psychocardiologie. On parle du cœur des femmes ce matin avec Nadia Elbouga, sage-femme et sexologue, et puis le docteur Mathieu Bernard, qui est cardiologue et auteur de Le cœur, notre autre cerveau chez Larousse, présent maintenant sur les réseaux sociaux. Donc vous êtes sur Insta ? Sur Insta, sur Facebook, pumta.fr, pum comme Mathieu, ta.fr. Pumta. Voilà, Pumta. Pumta, c'est ça. Très bien. Alors, on va parler de ce qui ne fâche pas, la sexualité, même pendant le ramadan, parce qu'elle existe, malgré l'hypocrisie générale, évidemment. Donc, comme ça, c'est dit. Voilà, c'est dit, exactement. Autant le et dire comme maintenant. J'ai pas la langue dans ma poche, vous le savez. Donc, on a un cardiologue sous le coude, on va en profiter, n'est-ce pas ? Alors, est-ce que vous pouvez nous déconstruire le mythe de la crise cardiaque suite à un rapport sexuel qui perdure encore ? Il y a des chefs d'État qui en sont morts, d'ailleurs. Ça n'est pas un mythe. Oui. Non, de façon assez... C'est quand même assez rare d'avoir un accident. Alors c'est cardiaque. rare, et on va rassurer vos auditeurs, oui. La quasi-totalité des infarctus percoïtaux, donc pendant l'acte sexuel, ont lieu lors de relations adultérines. Pourquoi ? Parce que le stress et peut-être l'excitation sont augmentés lors des relations adultères. D'accord. Donc c'est le stress le problème. C'est le stress le problème. C'est pas le coït. D'accord. Donc effectivement, cette majoration du stress entraîne une sécrétion d'adrénaline qui elle-même entraîne un resserrement des artères du cœur, une vasoconstriction, et entraîne des arythmies au niveau des ventricules, potentiellement mortelles. Et c'est surtout ça qui va générer soit le décès percoïtal, soit l'infarctus
hypercoïtale. Donc pour rebondir sur ce que dit Philippe, nous allons nous questionner sur la sexualité des hommes politiques qui meurent d'une crise cardiaque durant leur rapport sexuel. C'est dit. Voilà. Oui, il y a eu un président qui est mort comme Félix ça. Faure. Ouais, voilà. Donc, le président a-t-il encore sa connaissance ? Non, elle est sortie par la porte de derrière. Ah, vous connaissez vos classiques. Ah, bah, mais c'était il y a longtemps, hein, donc il n'y en a pas eu depuis, je ne crois pas. Alors, il y a eu des présidents qui ont eu des rapports adultérins, mais qui n'en sont pas morts. Voilà, qui n'en sont pas morts. Alors, en tant que cardiologue, vous êtes amené à voir... pratiquer. C'est là que je dis sortez-moi de là, voyez. Non, je n'oserais pas vous questionner sur votre vie personnelle. Nous allons rester professionnels, n'est-ce pas, docteur? Donc, en tant que cardiologue, vous êtes amené à avoir des patients qui se présentent, par exemple, pour des problèmes cardiaques. Et en réalité, le signe d'appel de départ était une dysfonction sexuelle. Alors oui, ça c'est important de le souligner. Dans le cadre d'une dysfonction érectile, il faut faire un bilan cardiologique parce que cela peut être l'un des premiers signes d'une atteinte cardiaque. On dit en règle générale que 3 à 5 ans après, il y a un problème cardiaque qui peut apparaître quand une dysfonction érectile commence. Ça doit être ça. Là, vous m'apprenez quelque chose, mais en tout cas... C'est ce qu'on nous apprend en sexologie. D'accord. En tout cas, oui, ça peut être révélateur. Donc, il faut consulter. Curieusement... j'ai le sentiment, puisque j'ai des consoeurs aussi, j'ai le sentiment que les hommes vont plus s'ouvrir aux consoeurs, aux femmes donc cardiologues qu'aux hommes cardiologues de leurs problèmes de sexualité. Je pense, j'analyse ça comme ça, qu'il y a une espèce de peut-être d'excitation de leur part que de pouvoir parler d'un sujet aussi tabou à une femme. Ouais. C'est vrai que les hommes sont plutôt discrets avec le cardiologue, ils vont plutôt avoir tendance à consulter l'urologue, je pense. Et c'est après l'urologue qui envoie au cardiologue pour le bilan cardiovasculaire. Peut-être que vos consoeurs posent aussi les bonnes questions. Ben non. Mais comment le savez-vous? Je vous dis parce que j'échange avec mes consoeurs. Oui. Je vous dis ça parce que beaucoup il faut le dire, c'est une réalité, beaucoup de professionnels de santé, notamment des médecins, ont encore du mal dans leur anamnèse à poser des questions concernant la sexualité. Oui, tout à fait. Alors l'interrogatoire médical, oui. Pour tout le monde, Nadia. Oui, l'interrogatoire médical, tout à fait. Comme il y a encore du mal à poser des questions sur les violences conjugales et les relations conjugales. Sur la sexualité, c'est pas quelque chose qui coule de source dans l'interrogatoire. Non. Alors, je le fais systématiquement quand je m'intéresse au sommeil, puisque les apnées du sommeil, les troubles du sommeil en général peuvent entraîner une baisse de libido. Donc ça, c'est une question qui revient systématiquement quand je m'intéresse au sommeil. Et c'est vrai que ça n'est pas une question que je vais aborder spontanément en consultation. D'ailleurs, la petite pilule bleue, qui a une marque maintenant qu'on appelle le Viagra, est déconseillée je ne sais pas entre guillemets, mais aux personnes qui ont des problèmes cardiaques. Pourquoi ? Alors, aux personnes qui ont des problèmes cardiaques décompensés, c'est toujours pareil. Soit j'ai une maladie cardiaque, mais qui est traitée, équilibrée, puisque l'immense chance que l'on a en cardiologie, et c'est aussi pour ça que je me suis orienté vers cette discipline, c'est que l'on connaît extrêmement bien la physiopathologie, c'est-à-dire le mécanisme des maladies, et qu'on a énormément de possibilités de traiter, avec ce qu'on appelle une escalade thérapeutique. C'est-à-dire que j'ai une première option, si elle n'est pas suffisante, j'ai une deuxième option plus forte, et si elle n'est pas suffisante, j'ai encore une option encore plus forte. Donc on a une gradation, et donc en général, on arrive toujours à stabiliser, sauf dans de rares cas, une atteinte cardiaque. Donc, donc si elle est stabilisée, donc pas de problème. Pas de contre-indication, parlez-en quand même à votre médecin ou votre cardiologue. Cette émission ne dispense pas d'une consultation médicale, mais dans l'immense majorité des cas, pour une cardiopathie, donc une atteinte cardiaque stabilisée, avec un traitement bien équilibré, il y a peu de contre-indications. Il y en a, mais relativement peu. Alors pour ceux qui ont des pathologies cardiaques qui s'ignorent, c'est dans ces cas-là que ça pourrait être déconseillé alors? Oui. C'est surtout en association avec d'autres traitements en fait que ça va être gênant. Comme quoi Le poppers. D'accord. Mais c'est pas un traitement, ça. Ce que vous évoquez n'est pas un traitement, Mathieu Bernard, que je sache. Non.
Non, mais on fait de la prévention sur votre antenne. Donc Viagra et Poppers sont déconseillés, puisque ça va entraîner une vasodilatation, l'un comme l'autre, donc une chute de pression artérielle qui peut occasionner des malaises. Donc là, on est chez une population plus jeune. On est chez une population, en tout cas active sexuellement. Voilà, puisque le chemsex fait des ravages. Oui. Et on a dérivé, on a commencé par la sexualité, on part sur le chemsex. Je sais même pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est ? La sexualité sous produits stupéfiants, en fait. Ouais. Et donc, certains produits sont euphorisants mais entraînent des troubles de l'érection, ce qui nécessite la prise de la petite pilule bleue pour pallier puisqu'il y a un de vos auditeurs qui m'a repris, pour pallier ces dysfonctionnements. Oui, alors je vois que vous lisez les commentaires, on ne pallie pas. On pallie quelque chose. On pallie quelque chose, mais on ne pallie pas à quelque chose. Oui. Donc voilà, je corrige. C'est très pointu tout ça. Je présente mes excuses. Donc on pallie ces dysfonctionnements érectiles par la prise de la pilule bleue. Et donc si en plus on prend du Poppers, là il va y avoir des problèmes. Voilà. Est-ce que vous voyez d'autres questions à poser au docteur Bernard ? Oui, qu'est-ce que vous conseillez aux personnes justement qui ont des pathologies cardiovasculaires concernant leur sexualité ? Parce que l'andromaque. Pour nos auditeurs et auditrices, c'est une position sexuelle, mais c'était pas l'objet de ma question. Il est marrant notre cardiologue en fait. En fait, je n'avais pas vu ces textes avant. Il a changé d'auteur récemment, et sinon j'aurais pas validé. En fait, il suffit de le mettre avec le sexologue et il se lâche complètement. Vous me connaissez, je n'aurais pas validé. Moi j'étais resté au vous voyez. Bon donc. Donc oui, qu'est-ce que vous... Alors pour être sérieuse en l'occurrence, oui, nous sommes tous et toutes sérieuses ici. Qu'est-ce que vous conseillez à une personne ou à des personnes qui ont des maladies cardiovasculaires et qui auraient peur de reprendre, parce que c'est quelque chose qu'on entend, notamment en tant que sexologue, de reprendre en fait leur activité sexuelle, leur relation sexuelle? Alors, si vraiment ils ont peur et qu'ils ont été diminués, atteints par une pathologie cardiaque, je leur conseille de faire de la rééducation cardiaque. Alors, pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? On a fait une vidéo d'ailleurs. On a fait une émission là-dessus avec Iptissem. Alors, très rapidement. Alors, la rééducation cardiaque consiste plusieurs fois par semaine à se rendre dans un service dédié où vous allez rencontrer des tas de professionnels de santé. Et notamment des kinés, du coup. Voilà, il y a des kinés, des cardiologues, des psychologues. Et le principal objectif, c'est le réentraînement à l'effort. D'accord. Mais on peut aborder des tas de questions. Il y a des ateliers thérapeutiques, de l'éducation thérapeutique. Et surtout, on va redonner confiance dans le patient. Je crois que cette émission vous a inspiré, Nadia. Donc, on réinvitera le docteur Bernard. Vous pouvez réécouter l'émission. Je pense que c'est le docteur Bernard qui a inspiré, du coup. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous verrez la vidéo. Donc peut-être que vous avez des commentaires, notamment sur la syntaxe. Vous pouvez les mettre en commentaire. Vous voyez, le docteur Bernard corrige. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée santé sur Beurre FM.